avant la pause, nous accueillons maintenant Evelyne Friedel, qui est cofondatrice d'AFJ Autisme, mais pas que. Evelyne a beaucoup d'humilité à la fois sur son parcours et ce qu'elle a fait, mais elle fait partie de ceux, justement, qui ont permis à la France d'avoir des associations gestionnaires, des établissements, des structures qui accueillent les personnes autistes. Elle est ancienne présidente d'Autisme France et d'Autisme Europe. Elle vous expliquera tout ça bien mieux que moi et je lui cède la parole. Merci Evelyne. Merci Chamseline. Avant de commencer, je voulais aussi vous remercier, monsieur le délégué interministériel, parce que ma présentation va pouvoir un petit peu rebondir sur ce que vous avez dit. J'apprécie beaucoup votre pragmatisme, parce qu'effectivement, c'est vraiment le mot d'ordre dans la prise en charge des personnes autistes, la diversité des offres, parce que c'est effectivement un point sur lequel je vais axer ma présentation. Alors en fait, voilà, je n'hésite pas entre deux titres, mais c'est important de savoir dans quel sens on peut réfléchir. Il y a toujours eu un besoin d'établissement ou de service. Par le terme établissement, j'inclus aussi la notion de service. On est arrivé dans une période de désinstitutionnalisation très poussée, on le verra, par les associations de personnes handicapées, de personnes autistes aussi, pour en arriver à une inclusion de tous à tout prix. Seulement aujourd'hui, cette désinstitutionnalisation qui permet l'inclusion conduit aussi, par pragmatisme, à ce besoin d'établissement et de services adaptés. Et là, juste une petite parenthèse, puisque vous avez évoqué le taux de prévalence, effectivement, qui a bondi ces dernières années. Non, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de contagion, mais on est passé en fait de 10 pour 10 000, donc 1 pour 1000 en fait, à 1% en 20 ans. Parce qu'effectivement, le diagnostic a beaucoup progressé et que dans les 1% sont entrés, d'ailleurs Éric Fonbonne, un excellent épidémiologiste que certains peuvent connaître, expliquait très bien en fait la baisse du handicap mental et parallèlement la hausse de l'autisme par une meilleure qualification, un meilleur diagnostic. Seulement les 10 pour 10 000, en faisant un petit peu de mathématiques, 1 pour 1000 qui existaient à l'époque, ils sont toujours là. Parce que dans 1%, il ne faut pas oublier, je veux dire, si vous... je ne veux pas faire trop de mathématiques parce que je suis là pour faire un peu de droit, mais bon. Mais le 1 pour 1000, c'est une part des 1%. Vous voyez ? Donc, et ça, c'est très important. Ce 1 pour 1000, c'est 60 à 70 000 personnes autistes en France, enfants et adultes. Et ces personnes... Et c'est surtout pour elles que ma présentation, vers qui ma présentation va. Ces personnes, malgré tous les efforts accomplis durant leur enfance, malgré les tentatives de scolarisation, sont très lourdement déficitaires. Ces personnes sont non-verbales, ne savent pas tenir un crayon, ne savent pas elles-mêmes accomplir les gestes de la vie quotidienne, certainement pas lasser des chaussures, à peine s'habiller, ne savent pas se laver elles-mêmes. Ça, ce sont des personnes lourdement déficitaires, des personnes autistes qui, non, et on le regrette, malheureusement, ne peuvent pas être totalement dans le monde dit ordinaire. Bien sûr qu'il y a une inclusion pour elles également, mais il y a un besoin évident et continu de ces services et établissements adaptés. Bon, ça c'était ma première petite introduction pour bien comprendre un peu le sens de ma présentation. Donc je vais ça c'est un petit peu un plan, si vous voulez, les grandes thématiques, c'est qu'est-ce que la désinstitutionnalisation, les principes de la Convention des Nations Unies et le principe de réalité dont je viens de parler. La nécessaire inclusion de tous, évidemment, sans lecture dogmatique et réductrice des droits, mais le nécessaire maintien des établissements résidentiels qui, effectivement, aujourd'hui doivent être ouverts sur la cité, le développement de l'habitat inclusif et de microstructures aux côtés d'établissements de jour, et ce, pour les personnes adultes. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'existe pas suffisamment en France. Et puis, bien sûr, tout cela, pour que tout cela existe, il faut une poursuite des financements vers ces structures pour prévenir le risque d'exclusion des plus vulnérables.
Alors avant de rappeler quelques notions juridiques et de rentrer plus dans le vif du sujet, alors très 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 court, hein, mais ce petit rappel historique de ce qu'était l'institution au XIXe siècle et au début du XXe, et notamment dans les pays de l'Est, c'est cette image de l'institution qui a conduit à un débat totalement faussé des textes et de la Convention des Nations Unies. Et j'y reviendrai. Parce que comme cette image de l'institution qui fait tellement peur, effectivement, on ne veut plus avoir ces institutions qui, il y a encore 15 ans, existaient en Roumanie. Alors, du coup, on parle d'une désinstitutionnalisation en mélangeant tous les types d'établissements. Donc, je ne rentre pas dans plus de détails, mais effectivement, la désinstitutionnalisation a commencé dans les années 50 aux États-Unis. À partir des années 60-70, la Norvège et la Suède ont systématiquement fermé tous les établissements spécialisés pour personnes handicapées. Sauf que aujourd'hui, et je suis bien placée parce que je continue à œuvrer auprès d'Autisme Europe, aujourd'hui, ces deux États commencent à réfléchir à comment rouvrir, bien sûr, des structures adaptées, mais se sont trouvés piégés par la fermeture systématique de tous ces établissements. Aujourd'hui, effectivement, ils sont beaucoup plus sur des microstructures et des établissements vraiment adaptés. Alors en fait, depuis 20 ans et surtout depuis la Convention des Nations Unies qui a été ratifiée en 2010 par la France, effectivement, les personnes handicapées se sont vues reconnaître des droits. Alors elles en avaient déjà quand même. Hein. Lorsque j'ai porté la réclamation collective de loi dans le Conseil de l'Europe, il y avait bien des textes, la Charte sociale européenne, qui visait expressément les droits des personnes handicapées. Donc, bien évidemment, on ne peut que se réjouir du développement des droits des personnes handicapées et notamment de cette Convention des Nations Unies. Mais j'aimerais rappeler l'article, alors sans plus, hein, c'est le seul article que je vais viser dans toute ma présentation, qui a été à l'origine de ce débat sur la désinstitutionnalisation à tout prix et totale. C'est l'article 19 qui contient 3 principes. La liberté de choix du lieu de vie sans obligation de vivre dans un milieu particulier. Donc là, je suis d'accord. Il n'y a pas de raison qu'il y ait cette obligation. Le deuxième point très intéressant, l'accès à une gamme de services à domicile ou en établissement, dixit la Convention des Nations Unies, et autres services sociaux d'accompagnement, y compris l'aide personnelle, afin de permettre l'insertion et éviter l'isolement qui consisterait à ne plus avoir de structure adaptée, à ne pas pouvoir être dans le milieu ordinaire et à rester chez soi. Et l'adaptation des services et équipements pour répondre aux besoins spécifiques. Voici les principes de l'article 19 de la Convention des Nations Unies. À aucun moment dans cette convention, on vise le terme désinstitutionnalisation. Donc il faut quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village et les points sur les i. Et pour autant, malgré ce texte qui est pragmatique, qui permet toutes les solutions, eh bien, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies a adopté des lignes directrices sur la désinstitutionnalisation extrêmement rigides. Alors évidemment, la France, avec d'autres États, est accusée d'avoir encore des établissements pour personnes handicapées, de les institutionnaliser, sans réaliser que si on n'en avait pas ça, ces personnes finiraient au décès de leurs parents dans un hôpital psychiatrique à vie, et ça, c'est une autre institutionnalisation. Il ne faut quand même pas l'oublier. Mais voilà, alors ce comité demande aux États de légiférer afin de criminaliser la détention sur la base du handicap et l'institutionnalisation, de reconnaître que dans la loi, que l'institutionnalisation fondée sur le handicap représente une forme prohibée de discrimination, mais tout ça, c'est parfaitement politique, ça n'est pas juridique. Et la critique est évidemment poussée à son paroxysme, puisque le comité recommande de mettre fin au placement en institution, y compris dans les maisons d'habitation de petite taille. Ce qui fait que d'ailleurs la Suède et la Norvège devraient également être épinglées. Et donc l'objectif, c'est fermer tous les établissements. Et il est évident que cette approche ne respecte pas les dispositions même de la Convention. Alors elle est portée malheureusement par des ONG extrêmement actives, souvent par des associations d'autoreprésentants qui oublient que, si vous voulez, les parents de personnes plus lourdement handicapées continuent de représenter ces personnes puisqu'elles-mêmes ne peuvent pas se représenter. C'est juste pragmatique, c'est un principe de réalité.
Et donc, il ne faut pas retenir une lecture trop rigide de l'article 19, il faut revenir à l'article 19, et il ne faut pas qu'une idéologie prenne le pas sur le pragmatisme évident. Alors naturellement, quelles seraient les conséquences de la fermeture ou de l'arrêt des financements des établissements et services adaptés? Évidemment, priver les personnes les plus vulnérables de toute solution. Or, le droit n'est pas un objectif en soi. Le droit ne peut qu'être un outil pour remplir un objectif qui est de répondre aux besoins de tous, de chacun et de tous. Et oubliez que l'inclusion peut aussi se construire au sein des établissements médico-sociaux, en innovant sur les modalités d'accompagnement, ce que fait AFG Autisme. Nos personnes adultes dans nos établissements ne sont pas hors de la cité. Elles ont des activités en dehors de l'établissement. Tous les jours, même je pense par exemple à l'abri montagnard, ils sortent tous les jours. On se demande d'ailleurs quand ils sont dans l'établissement. Mais bon, c'est vrai. Ils font des choses absolument extraordinaires. Et paradoxalement aussi, ce sont comme des microstructures, c'est comme un petit village. Ils ont chacun leur chambre, ils sont sur des étages totalement familiaux avec 4-5 personnes. Il n'y a rien à voir avec un hôpital psychiatrique ou des institutions comme on a pu les connaître, notamment dans les pays de l'Est. Et donc, il est évident, je me répète, que ces établissements restent indispensables parce qu'ils apportent un soutien vraiment personnalisé. Alors, le maintien à domicile, j'en ai déjà parlé, évidemment, ne peut être une solution qu'à partir du moment où il y a un besoin, il y a une aide permanente, mais pour autant, c'est un isolement épouvantable d'être maintenu toute sa vie à domicile. On le sait, alors bien sûr, une personne âgée qui a pris sa retraite, qui n'a plus forcément les moyens de suivre beaucoup d'activités, pourquoi ne pas la maintenir à domicile? Mais pour autant, on sait combien cet isolement est compliqué aussi pour elle. Donc, il ne convient pas d'imposer un choix de vie à une personne autiste, parce qu'effectivement, ce serait source de maltraitance. Mais imposer à cette personne des décisions manichéennes fondées sur des objectifs théoriques inadaptés, qui seraient dans le milieu ordinaire, coûte que coûte, et quels que soient les besoins de la personne, c'est tout aussi maltraitant. Alors, il est le choix du lieu de vie. Alors, c'est bien là-dessus parfois que les autoreprésentants nous disent « mais non, vous, en fait, les parents, vous imposez. Vu ce que sont ces personnes, on leur impose le choix. » Seulement, on ne peut pas attendre l'émergence du choix comme on a attendu pendant longtemps l'émergence du désir, ce que les psychanalystes voulaient. Tant qu'ils n'expriment pas ce qu'ils veulent, eh bien, on ne fait rien. Sauf que, voilà, pour les personnes les plus déficitaires dont je vous parlais, bien évidemment qu'elles sont capables, et c'est ce qui est fait dans les établissements, de choisir quotidiennement peut-être telle ou telle activité par des aides extérieures comme des pictos, ou même parfois quand elles peuvent pointer du doigt, elles peuvent choisir certaines choses. Elles ont plus de mal, par contre, à choisir vraiment leur lieu de résidence. Elles ne peuvent évidemment pas non plus choisir leur placement financier. Il faut être réaliste et pragmatique. Mais le choix de ces personnes, grâce aux aidants, grâce aux parents, il s'exprime par leur bien-être. Quand on voit les personnes, les adultes autistes heureux à l'abri montagnard, on peut heureux d'y retourner. On comprend que c'est ce choix. Elles expriment ce choix. Donc ce choix, oui, il doit être aussi laissé aux aidants qui les représentent. Et pour qu'il y ait la liberté de choix, évidemment, nul doute qu'il faut que ce choix soit possible. Donc le milieu ordinaire, c'est un choix, mais ça n'est pas le seul. Et c'est cela, évidemment, qu'il faut bien intégrer. Il faut concilier la gestion d'établissements et de lieux d'accueil protégés, qui ne sont pas fermés, et l'accès des personnes autistes à l'autonomie et à l'inclusion. Et les deux sont parfaitement jouables. C'est une question d'équilibre. Donc là, ce qui compte, effectivement, c'est d'avoir ce parcours flexible. Et là, monsieur le délégué interministériel, je vous rejoins complètement pour rejoindre, parce que je parle beaucoup des adultes, parce qu'effectivement, la situation est dramatique pour les adultes. Mais pour les enfants, là où je vous rejoins entièrement, c'est qu'effectivement, on ne peut pas, au départ, dire cet enfant ne parlera jamais, n'écrira jamais, etc. Parce qu'on voit bien qu'il y a tous les possibles.
Certains, effectivement, ne parleront vraiment jamais, n'écriront jamais. C'est vrai. Mais pour autant, grâce à des structures adaptées, bien des progrès sur leur autonomie aura été possible. Sans rentrer dans le détail de ma vie avec mon fils, si mon fils n'avait pas été admirablement bien pris, bien accompagné par notre école à l'époque, quand il avait 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et plus d'ailleurs, parce qu'il est allé jusqu'à 20 ans, je pense qu'aujourd'hui encore, s'il n'avait pas eu une prise en charge adaptée, il porterait des couches. C'est quand même un succès de savoir qu'il a cette autonomie personnelle au moins. Et à notre école, ils ont tenté la scolarisation de mon fils. Je m'en souviens très bien. Je revois encore des cahiers de scolarisation, des tentatives pour apprendre à compter. Bon, mais force est de constater que non, ça n'a pas fonctionné avec mon fils. Voilà. Donc, ces parcours doivent être flexibles, doivent toujours être pragmatiques, et effectivement, il est toujours essentiel, précisément pour cette adaptation nécessaire en service et en établissement, de pouvoir réévaluer régulièrement les personnes, y compris les personnes adultes, mais comme nous d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est au cours de notre vie professionnelle. Donc, naturellement, les réponses et les offres individualisées par les établissements, bon, elles doivent être financées. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, parce que tout ce lobby pour la désinstitutionnalisation qui consiste à fermer, au niveau européen, c'est bien plus grave. Ils viennent dire à l'Europe, surtout, les financements européens ne doivent pas être orientés vers des établissements ou des services tels que ceux de AFG, par exemple. Et ça, c'est évidemment totalement dramatique, parce que cela va conduire à l'exclusion de ces personnes. Donc il faut ce financement, et là, on peut quand même se réjouir de la réforme Séraphin, parce qu'on comprend que c'est une réforme qui va être orientée vers une allocation individualisée selon les besoins, mais orientée vers les établissements. Donc qui sera encore pour une meilleure adaptation. Enfin, j'en arrive à partager une expérience que j'ai vue lorsque j'étais présidente d'Autisme Europe, et puis ensuite vice-présidente, parce que j'ai été pendant une vingtaine d'années en fait, au CA d'Autisme Europe. J'ai vu des expériences extraordinaires au Royaume-Uni et évidemment en Suède et en Norvège, mais notamment au Royaume-Uni. Avec ce sens de la dignité des personnes, de séparer le jour de la nuit, y compris pour les plus déficitaires. Alors autant je suis tout à fait favorable à nos établissements résidentiels, je crois qu'ils sont également nécessaires, et parce que justement ils s'orientent aussi vers cette approche de l'activité de jour ne se fait pas là où va se passer la nuit et le moment de repos. Mais il y avait quand même au Royaume-Uni ces possibilités d'avoir vraiment un logement à soi. J'ai vu comme ça par un système économique qui permettait une très belle synergie, des maisons individuelles pour 3 personnes autistes, avec une 4e chambre qui était pour... 4e chambre, enfin oui, une 4e chambre pour le gardien, pour l'éducateur gardien, si je m'exprime ainsi, mais c'était juste la maison, c'était juste le domicile, et dans chaque maison, chacun avait sa chambre, il y avait une salle de jeu, il y avait un salon, il y avait une salle à manger, il y avait une cuisine. Donc la personne qui rentre là rentre vraiment dans une maison familiale. 2 maisons accolées pour un jardin commun et 4 maisons avec une cour au milieu. Et cette structure que j'ai vue à Liverpool était économiquement très viable. Mais quand la personne adulte très déficitaire rentre dans la maison, sachant que la chambre de l'éducateur permanent, en gros, est à l'entrée, il est en parfaite sécurité parce qu'il ne risque pas de fuguer. Ces personnes sont non-verbales, ces personnes pourraient fuguer, se perdre, il n'y a aucun risque. Le jardin derrière est totalement fermé. Et le jour, ces personnes allaient dans l'équivalent de ce que l'on connaît, le centre d'accueil de jour, pour avoir une activité vraiment sociale, occupationnelle, on en convient, mais une activité sociale. C'est parfaitement faisable, c'est viable, et c'est grâce à ces synergies, comme des petits lotissements, finalement, c'était économiquement intéressant. Et c'est éloigné quand même de certains établissements où on voit une salle commune, 6 chambres d'affilée. Vous voyez bien que les maisons dont je vous parle sont des maisons. Et c'est ça qu'il faut pouvoir développer dans le cadre, par exemple, de l'habitat inclusif.
permettre le domicile, adapter le domicile et permettre en fait même un accompagnement, enfin 24/24 pour certains, avec le centre d'accueil de jour, dont je suis toujours surprise après les centres d'accueil de jour ou centres d'accueil de jour médicalisés, qui en fait pour nos personnes autistes ne sont pas nécessairement médicalisés, mais je dirais que l'accompagnement est un petit peu plus intense. Pourquoi sont-ils si peu nombreux? En fait, en France, ils sont très très peu nombreux, il y a 1 millier de places. Alors que finalement, c'est une réponse qui est un peu comme l'IME, mais l'IME adossé peut-être à un domicile, et un domicile qui pourrait être géré par une mutualisation d'une PCH. Vous avez 3-4 personnes sur un domicile suffisamment vaste, et puis vous pouvez mutualiser exactement l'exemple de Liverpool. Et on voit la même chose dans les pays du Nord, mais voilà. Donc on peut ouvrir nos établissements résidentiels, c'est ce que l'on fait chez AFG Autisme. On peut développer l'habitat inclusif, y compris pour les plus déficitaires. On peut ouvrir des CAJ, des CAJM, il faut les financer. Ce faisant, on ne ferme pas tous les établissements de manière dogmatique, mais on offre à chacun et à tous une réponse pragmatique. Parce que ce qui est essentiel, ce qu'il faut avoir en tête, je l'ai dit en introduction, je le redis là, si nous n'avons pas toutes ces solutions pour chacun, alors soit on tombe dans des drames familiaux que l'on connaît malheureusement, que certains qui ont été, dont la justice s'est fait écho, soit ces personnes seules, à domicile, isolées, sans prise en charge, plus de parents, se retrouvent à l'hôpital psychiatrique. Et là, elles sont vraiment institutionnalisées. Et tout le combat de tous ces lobbies contre la désinstitutionnalisation aura été totalement perdu. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que l'application de la Convention des Nations Unies exige une réponse pragmatique. Et autant, on le sait, effectivement, quand j'ai porté cette réclamation collective contre la France en 2002, pour non prise en charge éducative, avec des textes de la Charte sociale que je trouvais personnellement très intéressants, que la Convention des Nations Unies, comme je l'ai dit, a aussi des textes et des dispositions très intéressantes. Mais par contre, la condamnation aujourd'hui, totalement dogmatique, faite par le Comité des droits des Nations Unies, je ne peux pas y souscrire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour éviter une nouvelle discrimination à l'égard des plus vulnérables d'entre nous. Merci beaucoup. Merci Evelyne, merci pour cette belle plaidoirie, maître. Vous nous avez tous convaincus. Vous avez une seule petite question. Quelqu'un qui s'interroge sur la possibilité à l'avenir de créer, plutôt que des établissements effectivement réservés aux personnes autistes ou aux personnes handicapées, des établissements qui partageraient justement entre personnes handicapées, personnes non handicapées, pour faire un pas de plus vers justement cette cité inclusive. Alors oui, en fait, tous les possibles, on peut imaginer tous les possibles, et pourquoi pas? Parce que c'est vrai on sait très bien qu'au sein de la société, il y a une solidarité et un meilleur regard porté quand même sur les personnes autistes, y compris les plus vulnérables, et il est certain qu'on peut tout à fait imaginer des lieux de vie qui soient jumelés, comme d'ailleurs il existe, je crois que ça s'appelait Loisirs Pluriels, qui était une association, je ne sais pas si elle existe encore, mais qui permettait effectivement, notamment à des enfants non handicapés, de pouvoir partager des loisirs avec des personnes handicapées. Et ça, c'est évidemment possible. Tout est une question de structuration, et juridiquement, c'est en tout cas parfaitement entendable et possible. Et c'est vrai que ça ouvrirait encore davantage les établissements ou les services existants. Et d'ailleurs, là, c'est très intéressant comme question, parce que oui, vous avez très très justement souligné, monsieur le délégué interministériel, le fait qu'il faut développer les CESAD. Bon, le seul petit bémol que je mettrais au CESAD, c'est que très souvent on promène les enfants et parfois pour certains c'est un petit peu complexe. Il y a en Espagne, dans le Pays Basque, une expérience, c'est pas une expérience d'ailleurs, c'est Gaotena, qui est une organisation qui est à pignon sur rue et qui a été considérée d'ailleurs par le Conseil de l'Europe comme un service gestionnaire modèle. Ce qu'ils font à Gaotena,
ils ont des classes d'IME dans l'école. Des classes d'IME, c'est-à-dire qu'on prend une classe d'IME, ce que j'entends par classe d'IME, c'est 4 enfants avec 3-4 éducateurs, parce que pour les petits, souvent, c'est du 1 pour 1. Ça, dans l'école ordinaire. Ils font en sorte de ne pas avoir des moments de récréation communs en raison de l'hypersensorialité des personnes autistes, mais il y a beaucoup de moments communs, et notamment au moment de la piscine. Très souvent, nos enfants adorent l'eau, adorent la piscine, n'ont aucune peur. Mon fils nage comme un poisson dans l'eau, à sa manière. Bon, mais l'apnée n'est pas un sujet pour lui, et il n'a jamais eu peur de la piscine, il a toujours adoré la piscine. Et en fait, ce que Gautena nous expliquait, c'est que ces enfants autistes qui n'ont pas cette peur, cette crainte, ont permis aux enfants ordinaires, enfin non handicapés, de ne plus avoir peur de la piscine, de voir que finalement, ben oui, on peut très bien évoluer dans l'eau et que spontanément l'apnée se fait. Enfin, voilà. Donc, bien évidemment, ça c'est un exemple, mais c'est parfaitement, c'est à construire, à imaginer. Et, oui. En tout cas, juridiquement, ce serait tout à fait possible. Merci beaucoup, Evelyne. Merci pour cette intervention.